Si vous êtes prêts pour la bataille contre les régressions en production, eh bien vous êtes au bon endroit. On a Jérémy et Mehdi qui vont nous parler de testing pour renforcer la forteresse CICD. Bienvenue au Testing Quest. Alors, nous sommes ravis de clôturer cette deuxième édition du DevQuest et pendant 20 minutes, nous allons vous conter ensemble La légende des gardiens du code. Ce Quicklist vous sera présenté par les Animaux Fantastiques. Je suis Mehdi Chila, alias Unicorn Master. La licorne violette, adorateur du dieu violet, il est responsable de Socle Forge depuis plus de 10 ans et passionné de nouvelles technologies, le tout dans l'Uniortais. Et moi-même, Jérémy Bernard, alias Toolsman. La licorne arc-en-ciel, prête à écouter le dieu violet. En ce moment, il est lead tech à IMA. Et ce chevalier solitaire est prêt à tout pour aider les développeurs en détresse face à des applications instables. Et ensemble, nous allons vous parler de l'aventure que nous menons depuis quelques années à IMA afin de rendre nos donjons accessibles et facilement déployables. Mais rassurez-vous, hein, le tout sans stress, tranquille dans la piscine, un verre d'eau à la main, car tout le monde le sait, les licornes ne boivent que de l'eau. C'est pas vrai. Il fut un temps, dans un royaume obscur, où les runes du code étaient écrites sans être comprises. Nous tentions d'invoquer les suites de tests, mais les forces du chaos, délais serrés et budget famélique, nous forçaient à les sacrifier. Alors, petite licorne naïve que nous étions, nous codions, mais sans tester. Mais ce temps est révolu. À l'aide du maître des licornes, nous avons brandi nos artefacts de build et levé nos baguettes de commit. Il était temps. Et nous avons donc fondé la Guilde des Dieux Violets. Et nous avons appris à maîtriser les 6 runes que vous voyez là. Et d'ailleurs, pour commencer, le maître des licornes va vous parler de... Magie noire. Mais non, ça fait 100 fois que je te le répète. Ah oui, c'est vrai, les tests unitaires. Cette discipline trop souvent sacrifiée sur l'autel du « faut livrer vite », mais qui évite bien des moments de solitude à 2h du mat quand tout explose en prod. Jérémy, pourrais-tu nous parler des différentes approches des tests unitaires? Alors oui, on va commencer par l'approche moquiste. L'approche moquiste. Quelle est donc cette étrange incantation? Alors c'est pas compliqué. Tu as déjà capturé un gobelin? Oui, Bon, c'est on facile. sait tous qu'un gobelin, ça ne sert à rien. Oui. Mais on va essayer de le dresser, debout, couché. Va chercher une bière, par exemple. Et donc, c'est ça une méthode moquiste, en fait. Et en fait, ce qui va se passer, vous avez votre méthode, vous voulez l'isoler de tout ce qui est extérieur. Par exemple, BDD ou quoi que ce soit. En fait, vous allez dire, moi, quand j'envoie la requête 2, je veux retourner 1. Et en fait, vous allez tester comme ça uniquement un comportement à cette méthode. Et vous ferez différents cas pour chaque repo. Et en fait, après, on a à l'opposé la méthode classiciste, qui consiste à ne pas modifier le comportement des méthodes. Je vous laisse expliquer. Alors, imaginez une horde de gobelins enragés. Tenter de tous les intercepter à part un, ça serait quand même fastidieux. Une épreuve digne des enfers de Jenkins. Donc nos mages prennent une autre voie. D'un côté, ils lancent une boule de glace. De l'autre, une boule de feu. Et qu'est-ce qu'on attend? Je pense des gobelins glacés, des gobelins Oui. affamés. Et donc, du coup, avec la méthode moquiste, je devais mettre des spies sur chacun de mes gobelins. Mais là, plus besoin. J'ai plus qu'à attendre le résultat. C'est exactement ça, jeune licorne. C'est la méthode classiciste. On agit par l'entrée naturelle de notre application. Par exemple, on prend un contrôleur REST et on vérifie en sortie que nous avons ce que nous attendons sans trafiquer le moindre élément interne. On va tester le comportement dans sa globalité. Un peu comme le ferait un vrai utilisateur ou un aventurier un peu imprudent. Mais dis-moi, Jérémy, aurais-tu une petite idée de si on pouvait faire appel à un compagnon ou à une petite aide? Alors oui, parce qu'un raid, ça se prépare. Il n'est pas question de partir sur votre alchimiste ou votre guerrier. Il faut savoir comment s'engager dans la bataille. Une suite de tests, c'est la même chose. Vous pouvez toujours demander de l'aide à une IA, par exemple, ChatGPT, Copilot, ce que vous voulez. Mais cette aide, c'est un ami qui peut aussi vous trahir. Prenons un exemple. Je souhaite qu'il teste la méthode toString de l'interface 7 en Java, tout simplement. Voilà. Génial, j'ai mon truc, je le copie-colle, trop bien. Mais si on analyse un petit peu, qu'est-ce qui se passe? Un set, pas de doublon. Super. Le H7. Génial, le H7. 80% du temps, on l'utilise. Ah oui, mais en fait, ça ne garde pas l'ordre d'insertion. Donc j'ai 6 possibilités de résultats. Dommage, parce que moi, j'avais prévu que ça soit par ordre alphabétique. Apple, Cherry. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai une chance sur 6 d'avoir le bon résultat. Et 5 chances sur 6 que ça plante. Rappelez-vous, ça marche sur mon poste. Et moi, ça marche pas. Oh, c'est bizarre, ça doit venir de ton poste. Eh ben non, en fait, c'est à cause de ça. Et donc, l'IA, c'est une aide précieuse.
mais c'est comme une arme à double tranchant. Ça peut trancher la tête de l'orque, ou sinon la vôtre, et ça fait mal quand c'est la vôtre. Et maintenant, braves guerriers du code, préparez-vous à découvrir une rune puissante, souvent redoutée, mais essentielle à tout architecte du back-end. Voici venir la rune des tests d'intégration. Cette rune va vous permettre de tester votre application dans son environnement naturel, avec toutes ses créatures et artefacts, les BDD, les API tierces, les bus d'événements, ou tout autre élément magique qui gravite autour du royaume de votre code. C'est un peu comme partir à l'exploration d'un donjon complet, depuis l'entrée de la carte jusqu'à la salle du boss final. On va tester tout le parcours, tous les pièges, toutes les interactions, toutes les routes possibles. Car on le sait bien, un héros n'arrive jamais à la salle du boss final sans avoir combattu chaque orque sur le chemin. Jérémy, les tests d'intégration, dans mes souvenirs, ça restait quand même assez fastidieux. Non, ça va, c'est plus les tests end-to-end qui sont fastidieux. Tout à fait. Alors, donc là, on a ajouté une BDD en test conteneur, fait l'appel depuis un contrôleur, le test d'intégration passe. Bah, c'est bon, on a fini. Bah ouais, sûrement. Attends, si on imagine un truc. J'ai mon donjon de niveau 20 en production. Il y a un gars, il arrive, niveau 50. Il arrive au donjon, prend la porte, il arrache la porte. Ah, dommage, ça on ne l'avait pas prévu. Il sort son petit doigt et il tue les orques. Bah, c'est un peu comme si on était en Java, qu'on avait une petite map statique là, et puis on avait des appels et ça chargeait la map statique. On envoyait. Mais une map statique, le garbage collector, il ne peut pas les récupérer. Donc là, ça monte. Java Space. Mince, on n'avait pas pensé à ça. Et l'autre, le rookie, niveau 1, il arrive à la porte. Ah ben non, je ne peux pas l'ouvrir. C'est un peu comme si notre base de données était pleine, on avait fait des find all avec plein de liaisons, et en fait, impossible d'avoir le résultat. Time out. Ça, c'est un peu... On a encore loupé quelque chose. Oui. T'as pas une petite idée, là, comment on peut anticiper tout ça? J'entends au loin une licorne Quick Perf. Et oui, Quick Perf, du coup. On remercie Jean Bizuti et la communauté en fait, pour nous avoir apporté ça, cette petite librairie. Et ça permet de faire quoi? En fait, je vais faire un petit test et je vais mettre un @expect_max hyperlocation de 440 bytes. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, je n'aurai pas besoin en fait, de faire autre chose. Je fais juste ça, je mets ma méthode dedans, je teste. Et si ça dépasse 440 bytes en mémoire, et ben, du coup, ça fail. Et comme ça, je peux mieux faire la partie de la base, la partie de données, on peut éviter en fait de dépasser le nombre de mémoires. Et donc, par contre, pour le expect select, par exemple, qu'est-ce que ça fait ça? Ça veut dire que tout simplement, si on a autre chose qu'un select en base de données, c'est pareil, ça fail. 0, 2, 3, ça failed. Donc du coup, on s'assure de faire qu'une seule requête et d'avoir en fait la bonne mémoire. Et avec ça, je pense qu'on est pareil. C'est un grimoire que tout le monde devrait avoir sur soi. Et maintenant, preux chevalier du refactoring, nous arrivons à l'épreuve ultime, la rune des tests end-to-end. Avec ces tests, nous n'allons plus tester uniquement notre donjon, mais la manière dont les aventuriers vont pouvoir y accéder, depuis d'autres citadelles, d'autres royaumes. Imaginez, votre donjon est prêt, les pièges sont posés, les trésors bien gardés. Mais comment vos aventuriers vont pouvoir y accéder? Comment vont-ils réussir à franchir le portail? Leur équipement va-t-il fonctionner avec le nôtre? Est-ce qu'ils vont réussir à incanter, cliquer, interagir avec chaque élément de notre monde? Les tests end-to-end, c'est ça. Ce sont des joueurs en chair et en os qui tentent l'aventure. Et nous, tout ce que nous avons à faire, c'est vérifier qu'ils en ressortent bien vivants. Parce que mort, ça ne sert pas à grand-chose. Exactement. Mais, comme je le disais un peu précédemment, ces tests-là, par contre, étaient dans mes souvenirs assez fastidieux. Et oui, Est-ce que rappelez-vous... tu pourrais nous parler un peu de l'historique? Et oui, j'étais plus jeune. Rappelez-vous, 2006, Selenium. C'est un peu comme si pour votre donjon, vous deviez coder la hauteur de la porte, le fait qu'il y ait une poignée, qu'il faut tourner la poignée, mais la garder tournée et pousser la porte. En fait, trop compliqué à tester, trop coûteux en fait. Donc du coup, on n'en faisait pas. Rendu en 2020, Playwright, qu'est-ce que ça nous apporte? Alors, ceux qui ont vu Benjamin Cavey, du coup, ils ont fait leur workshop, tout va bien, de quoi on va parler. Et en fait, par exemple, on peut avoir un petit générateur de code, et ce qui va se passer, on va montrer sur l'écran ce qui va se passer, et puis là, il va générer notre code de test. Et donc, c'est plus facile à faire, le scénario est fait. Par contre, la maintenance, si on change les identifiants, on commence à manipuler, on va modifier les cas de test, un peu plus embêtant. ChatGPT 2022, révolution. Et là, 2023, qu'est-ce qui apparaît? Zero step. Autoplaywright. Ça permet de faire quoi? De faire des tests en langage naturel. Donc vous faites dans votre code, clique sur le bouton login, rentre le nom d'utilisateur, le mot de passe, clique sur se connecter. Et après, regarde que j'ai bien 3 colonnes dans mon tableau. Et voilà, les tests end-to-end deviennent beaucoup plus simples. Et donc maintenant, les tests end-to-end, on en fait pour les cas nominaux, c'est plus facile. Uniquement. Mais uniquement.
Bien sûr. Allez, enflammons-nous un peu. Exactement. Quelle est la rune de feu? Magnifique. Test de charge. On a préparé notre donjon. Il y a 200 clans qui arrivent, un donjon niveau 20, 20 personnes au mètre carré. Bon, petit problème. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire rapidement pour régler ce problème? Quick win? Ouais. Eh ben c'est simple, on met une file d'attente. Ils seront ravis d'attendre pendant une file d'attente 3 jours là devant la porte C'est du une quête donjon. légendaire quand même. Ouais, d'accord, mais non, quand même. Bon. Allez, soyons honnêtes, personne n'aime ça. On va utiliser donc nos tests de charge. Ce sont de puissants artefacts. Ce qu'on pourrait faire, pour commencer, c'est faire varier les valeurs d'entrée. Car on le sait bien, le plus important, C'est les valeurs. On va envoyer 100, 1000, 1 million d'aventuriers. Ils vont pouvoir aller tester notre application. Et nous, de notre côté, ça nous permettra de mesurer les limites de notre royaume. Maintenant, imaginez un oracle numérique capable d'exécuter tous ces scénarios et de nous conseiller sur la taille optimale de notre donjon. Plus d'aventuriers, plus de couloirs s'il y a un nombre d'aventuriers important. Moins de monstres si la nuit est calme. Oui, c'est mieux quand c'est calme. Nous, on se rappelle avant, 2h du mat, tu le disais tout à l'heure. Exactement. Et imaginons le futur. On connecte une IA directement à nos tests de Gatling. On croise les données avec les archives de Google Analytics ou même celles de notre royaume. Et derrière, ça va nous permettre de nous fournir un plan prédictif d'allocation des ressources pour les semaines et les mois et les années à venir. On n'aurait donc plus qu'à valider notre cluster cloud, qui s'auto-dimensionnerait en temps réel, ajustant le nombre de pods selon le trafic prévu. Alors, petit cas pratique. Imaginons, je suis un site de e-commerce. Ça fait 5 ans que je suis en activité, 4 ans d'historique. Dans la 3e année, j'ai un peu oublié qu'il y avait le Black Friday. J'ai préparé mes trucs et tout est tombé au milieu de la journée parce que j'avais trop de demandes. Donc à ce moment-là, je me suis dit, oh, les tests de charge, ça va être cool. Donc j'ai fait des tests de charge. Et là, tu me dis qu'en fait, j'ai pas besoin de m'embêter cette année. Je prends mes archives de Google Analytics. Je prends un agent IA que j'ai commencé à développer. Je prends, du coup, le reste, la partie test de charge. Et là, je mets tout ça dedans. Je lui dis, hey, pour le Black Friday, fais-moi une estimation. Et là, il va me dire, bah, globalement, tu passes de 1 pod à 3 pods, de 4 gigas à 6 gigas, juste pendant cette journée, ça se passera bien. Là, je lui dis, bah, ok, go, bah, fais-moi un cron et prépare-moi ça pour le Black Friday. Et il prépare ça. Et le jour de la prod, mon homol a été ok. C'est bon, j'ai fini. T'as tout compris, chevalier. Super, c'est génial. Et donc, maintenant, on a fait tout ça, on est content. Mais je ne me vois pas trop tous les matins arriver. Tu as fait une nouvelle feature? Ok. Alors, je vais faire quoi? Test unitaire. Bon, ça va, ça c'est rapide. Test d'intégration. Attends un peu. Test end-to-end. Non, mais d'ailleurs, j'en ai marre, j'arrête. Ah, on peut pas prendre le café au moins. Ouais, mais enfin. Non. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va automatiser tout ça. Et donc, c'est au moment où toi, tu vas faire ta feature. Moi, j'ai envie que quand tu appuies sur le bouton push, le bouton push est pressé. À cet instant, les enchantements de la CI/CD vont s'activer. En parallèle, nos alchimistes préparent la mixture magique, le build, l'assemblage des composants, la vérification unitaire de chaque gobelin, chaque monstre, chaque élément, afin de s'assurer qu'aucun ne va trahir son script au moment final. Puis, une fois passé, nous allons lancer nos tests d'intégration. Invoquons la horde complète de nos monstres. Testons l'accès au donjon, les pièges, les portes, les coffres, tout ce qui pourrait bloquer une escouade d'aventuriers pressés. Puis, dans un environnement d'essai, nous allons déployer notre donjon, puis y appliquer nos tests de charge, afin de vérifier que nous sommes correctement dimensionnés par rapport à l'affluence prévue. Mais à la moindre faille, au moindre doute, tout s'arrête. À ce moment, nos nains forgerons reprendront leur marteau. C'est parti. Et forgeront de nouvelles runes correctrices. Et si par miracle ou maîtrise, tous les tests passent, à ce moment, le donjon sera scellé et déployé en production par la porte des enfers. Et oui, et là, c'est au tour des Ops de prendre le relais. Nous avons fini. C'est ça. Et donc, tu sais ce qui m'est arrivé l'autre jour? J'étais devant la taverne, j'ai posé quelques deniers, et puis je suis allé voir un petit peu dans le donjon à côté, et je suis revenu, mes deniers avaient disparu. Les voleurs étaient par ici. Mais que pouvons-nous faire de plus? Parce que du coup, je pense que notre sécurité de donjon, elle n'est pas bien. On le sait bien, il y a toujours un ou deux petits voleurs dans le lot. Oui. Des petits malins qui cherchent à glitcher à travers les murs en spammant esquive ou à vérifier des codes de triche directement dans la base code. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est traquer les failles, les artefacts maudits, les dépendances corrompues, avec des outils comme Dependency Track ou Trivi. Mais bon, la sécurité, ça fait pas tout. Non. On le sait bien. Personne ne veut d'un donjon dont les murs sont bancals. Un piège qui va se déclencher inopinément à 10 mètres du joueur. Ou pire, un boss final qui crache.
Donc ce qu'on pourrait faire, ce serait scanner notre code, vérifier la duplication, la dette technique, avec des artefacts comme Codacy ou Sonar. Mais bon, comme on se le disait, gardons-en un petit peu, gardons quelques parchemins pour le 27 juin, où avec un autre de nos licornes, Moi, je nous reste allons dans les présenter les outils du DevSecOps au Bricecamp. Je vous invite, si vous y allez, à venir nous voir. Et donc, nous avons fini. Notre donjon est donc en production. Tout est fait. Bon, après, nous ne savons pas combien de personnes ont vu notre donjon. Nous ne savons pas combien elles sont, ceux qu'ils ont rapporté. Moi, à cette allure-là, j'aurais laissé le donjon dans le garage. Hein. C'est tout à fait juste. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pour commencer, on pourrait avoir du feedback. Mettre quelques quêtes annexes sur les forums afin de s'assurer que nos utilisateurs préfèrent notre nouveau donjon et pas l'ancien avec tous les murs moisis. On pourrait également mettre quelques sondes magiques en place. On appelle ça des métriques, je crois, chez les Moldus. Afin de garder un petit œil sur la santé de notre donjon et s'assurer que rien ne crache inopinément. Et évidemment, on n'oublie pas le Conseil des Sages. Il aimerait avoir des statistiques, savoir combien de joueurs entrent dans le donjon, combien en sortent, combien de temps ils y errent. Car on ne va pas se mentir, hein, plus le joueur clique, plus la bourse se remplit. Monnaie, monnaie. Hein. Et donc, du coup, bah, ça y est, je crois qu'on a fini, on est au haut de la montagne, ça y est. On va peut-être dire une petite phrase là-dessus. Alors, une petite citation, hein. Le meilleur test est celui qui empêche un incident qu'on n'aura jamais à expliquer. Et oui, et nous, on n'aura jamais rien à expliquer parce qu'au niveau des tests, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la pyramide des tests, on a fait beaucoup de tests unitaires, un peu moins de tests d'intégration, encore un peu moins de tests en temps, juste les cas nominaux, comme on disait tout à l'heure, quelques tests de charge. Donc, ni trop peu, ni pas assez, on est bien. Et après, une fois que tout est fait, on développe une nouvelle feature, la CI/CD. Du coup, elle enclenche tout et elle fait tous les tests. Et si tout est bon, ça part directement sur nos environnements de dev, puis au mol, puis production, par exemple. Et pour finir, on a mis quelques sondes, on s'est assuré d'avoir du feedback de nos utilisateurs qui vaut de l'or, et on a mis à disposition des KPI pour le Conseil des Sages. On peut dire que le dieu violet nous a encore sauvés d'un cataclysme à venir avec ses runes magiques. c'est vrai. Alors, des questions, mes jeunes licornes? Pas de questions? On a été clair alors. Merci beaucoup. C'est très Eh bien. ben, Si, on- une dernière. Du coup, merci pour la présentation et Merci. pour les costumes, c'est intéressant. Je voulais savoir un cas d'usage sur QuickPerf. Oui. Peut-être avoir un cas d'usage fréquent. Un cas d'usage fréquent. Alors, moi, j'utilise pratiquement pour les bases de données. C'est vrai qu'avoir toujours un inspect select ou dire, bah là, je sais que je vais faire un requêtage, je veux qu'une requête, ça évite en fait principalement d'avoir un nouveau développeur qui fait un find all, alors que j'ai plein de requêtes et je suis en lazy. Et quand je vais appeler du coup à l'intérieur un autre objet en fait qui va être lié, ça va me déclencher une nouvelle requête select. Et donc, je vais me retrouver à faire 10 ou 15 select, mais je ne le vois pas. J'ai fait un find all et j'utilise mes objets. Et donc là, en fait, on ne voit pas ces 15 requêtes. Alors qu'avec ça, je sais que je dois faire une. Et là, ça explose. Et je me dis, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe? On profile, on regarde, et là, on voit tout de suite qu'il y a un problème avec les requêtes. Et ça nous aide à identifier le problème en fait, de perf tout de suite, sans avoir besoin de profiler toute l'application, chercher. Voilà, c'est un cas très pratique. Après, concernant la mémoire, là où je l'ai utilisé, c'est pour, par exemple, un moteur de tarif. Un moteur de tarif qui va charger beaucoup de données actuarielles. On dit, bon, bah, on met 2 gigas pour toutes les applis en prod. Ok, très bien. Je peux monter jusqu'à combien? Ah, 3 gigas, mais après, ça va être chaud. Bon, je mets mon test unitaire, je suis en TDD, 3 gigas. Je fais mes tests. Ah, ça monte à 5, ça explose. Ok, je rechange mes maps, etc. Et là, quand j'arrive en dessous des 3 gigas, bah, c'est bon. Et en fait, je n'ai pas besoin de perdre du temps à redéployer mon appli, à mettre un profiler, regarder si ça marche. Ce qui se passe, c'est un gain de temps, en fait. Ça reste un test, en fait. Voilà. Voilà les usages, globalement. Est-ce que ça répond à ta question du coup? Super, merci beaucoup. Merci. Une autre question? Ok, bon. En tout cas, merci beaucoup, c'était très intéressant. Voilà, un grand merci. Alors, si on a un peu de temps, je vais continuer sur un petit truc de QuickPerf. En fait, ceux qui ont vu un peu Emmanuel Bernard, il a parlé du RSSS. Donc ça consiste à avoir la mémoire physique. Et en fait, ça va en dehors. Il y a aussi à côté la VMS, qui est la Virtual Memory Server, en fait, Size, pardon. Et ça, les VMS, ça comprend aussi le swap
en fait. Alors que le RSSS, tu comprends que la RAM physique, en fait. Et donc ça, il y a la différence aussi au niveau de QuickPerf. Et c'est très intéressant parce que si on est au niveau de la swap, en termes de performance, ça n'a rien à voir avec la mémoire physique. Donc du coup, on peut vraiment détacher un peu, dire voilà, je suis sûr d'être sur la mémoire physique, je veux utiliser ça dans la mémoire physique. Et après, si ça dépasse pour du swap, je m'en fiche en fait. Voilà, c'est pour finir sur ta question, pour rajouter un petit truc. En tout Vu qu'il n'y cas, avait pas d'autres questions, j'ai en profité. un grand merci à vous, à tous d'avoir tenu jusqu'à 18h pour ce dernier jour. Oui. Un merci au DevQuest Oui. et un merci à Ima de nous avoir permis de venir, Vous avez laissé le temps de faire tout ça. voilà, de venir vous donner un peu notre retour sur toute la suite de tests. Super. Eh bien, au revoir. Merci. Merci.